Divina Frau Meggs, merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. à la direction du CLEMI, Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Vous êtes également professeur d'université, vous avez une chaire à l'UNESCO. Bref, vous êtes une grande spécialiste des médias. Ce web documentaire a été réalisé dans une école du 18e arrondissement. Pourquoi avoir choisi le thème de la tolérance alors que c'est a priori un établissement qui connaît une forte mixité? Les enfants se connaissent. Bien, je crois que c'est un exemple qui montre à quel point les médias peuvent être dans la réparation de tout ce qui se passe en France, des malentendus, des non-dits sur le racisme, sur l'immigration. On voit que les jeunes peuvent s'approprier la parole, que les médias peuvent être une façon pour eux d'échanger avec les adultes, avec leurs parents. Donc de faire sortir la parole qui parfois ne vient pas à la maison, ne vient pas dans la rue et peut se retrouver dans la classe et inciter ces jeunes à échanger avec leurs mots. On est toujours surpris et ému de leur voir dire tu es parti d'Algérie parce qu'il faisait froid. Bon, bien sûr, ça fait sourire. En même temps, ça montre bien le gouffre entre les représentations que se font les adultes des enfants et eux-mêmes, réciproquement, les représentations qui se font de pourquoi ils sont là, de comment leur histoire de vie personnelle est venue les faire se retrouver en France. Dans le panachage actuel de la France, on voit bien que quand ils sont amis, quand ils se connaissent entre eux, la tolérance, elle est de fait. Mais qu'est-ce que les médias leur apprennent? Qu'est-ce que l'utilisation, en tout cas, de ces outils leur apprend sur leur quotidien ou sur leur environnement? Et je crois que ça, c'est l'enjeu du CLEMI et notamment de l'événement pédagogique de la semaine de la presse et des médias qui dure une semaine, mais en fait peut durer toute l'année si les enseignants s'y prennent bien. C'est vraiment de les mettre en position de faire et en position de dire. Et ça, ce n'est pas une position dans laquelle ils sont souvent à l'école. Ils sont souvent en position de recevoir. L'enseignant est dans une posture, disons, d'un adulte qui en sait beaucoup plus. Là, c'est un retournement de la situation. C'est eux qui parlent, ils se parlent entre eux. Ils parlent aux adultes, ils prennent l'initiative de la parole, des questions. Et c'est un moment de pause où, du coup, on peut prendre de la distance, on peut se dire des choses qu'on n'a pas le temps de se dire habituellement. Et du coup, mieux comprendre les mécanismes, décrypter davantage les images, la perception de l'autre. On entendait parler sur le racisme, le fait que ce n'est pas simplement les mots, c'est le regard. Tout ça, si un adulte sait l'entendre, il peut continuer à l'utiliser toute l'année. Alors les médias, la télévision, Internet, vraiment font partie intégrante du quotidien. Il y a même une explosion littéralement d'Internet. Quel est leur impact sur les enfants ? Eh bien, il est sous-estimé. Je fais toujours controverse quand je dis, si on calcule bien, il passe 1500 heures devant les écrans, il passe 800 heures devant les enseignants et peut-être 50 heures devant les parents, en qualité temps. Donc ça vous montre bien le monopole presque des écrans et des médias dans leur vie. Ils sont prescripteurs, ils vivent avec, ils ont plusieurs types de médias à disposition. Donc il y a effectivement un envahissement à tous les niveaux. Et le numérique provoque une augmentation de ça. On est de plus en plus, ils sont de plus en plus soumis à tous ces écrans sans avoir le temps de se déconnecter, de prendre trop les distances. Et donc nous devons faire attention à ce qu'ils aient des moments de recul, des moments où ils se déconnectent, des moments où ils reconnectent avec la réalité, avec les adultes, et s'assurer qu'il y ait une bonne médiation par rapport au numérique, c'est-à-dire qu'il y ait des adultes qui expliquent, qu'on leur donne des clés de décryptage et qu'on les aide aussi à les maîtriser et ne pas simplement être consommateurs. Et donc à faire le tri, je suppose, vis-à-vis de tout ce flot d'informations qu'ils reçoivent. Il y a toujours encore maintenant une espèce de suspicion qui pèse sur les écrans, sur Internet. Comment est-ce qu'on doit aborder ces outils-là à l'échelle d'un enfant ? Bien, la suspicion, il faut la lever, donc il faut en parler, il faut dire qu'on a des soupçons, qu'il y a peut-être des risques et amener l'enfant à dire comment il se défend et quels sont les mécanismes qu'il met en place. Et puis si on se rend compte que l'enfant est démuni, l'aider à trouver ces mécanismes. Souvent, ça peut être en jouant d'un média sur l'autre. Par exemple, regarder la presse papier et ce que la presse dit du numérique. Inversement, montrer comment sur les réseaux sociaux, on se moque des journaux, parce que les réseaux sociaux ont tendance un petit peu à décrédibiliser
utiliser la presse papier. Je crois que c'est avec cette interaction entre différents supports qu'on peut les amener à comprendre que certains sont plus à tendance propagande, d'autres à tendance sociabilité, réseau social, d'autres à tendance information, actualité, voilà, comme les web documentaires qu'on vient de voir. Donc il y a ce besoin de discriminer, pas simplement de trier, mais de discriminer entre les supports. Ils sont nombreux, c'est une chance, si on s'y prend bien, c'est une chance pour la démocratie. C'est une question de dosage. C'est une question de dosage. Et là, les adultes ont leur rôle à jouer et à dire, attention, tu as trop là-dessus, donc il faut que tu tempères là-dessus. C'est comme une gymnastique. Il y a une gymnastique analytique, tel muscle fait ça, mais il faut compenser, sinon le corps se déforme. C'est pareil pour le cerveau. Si on est trop sur les réseaux sociaux, le cerveau se déforme et a du mal à retourner ensuite vers l'écrit, vers des choses plus lentes et moins dans la récompense que n'est l'activité dans les réseaux sociaux ou dans les jeux. Merci beaucoup, Divina Frau.